Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire de l'automne. Et ici je vais vous parler de ces livres que je veux lire cet automne. La majorité d'entre eux je me les gardais justement exprès pour cette période automnale, pour cette saison, parce que je ne m'imaginais pas les lire à un autre moment. Je ne vais pas non plus vous parler de livres que j'ai prévu de lire avant la fin de l'année alors qu'ils sont inclus dans des idées de vlog par exemple. Non, là on va vraiment parler de ces romans que je veux juste lire en automne. Et j'ai décidé de diviser cette vidéo en 3 catégories. La première ça va être tout ce qui est suspense et il y en a très peu. Ensuite on va parler évidemment des romans d'horreur et enfin des romans fantastiques. Et vous allez le voir, finalement, même si j'ai fait ces 3 catégories différentes, la majorité de ces livres pourraient rentrer dans 2, voire les 3 catégories de cette vidéo, mais j'ai choisi de les classer par leur ambiance principale. Et on va démarrer avec la catégorie suspense. Et ici c'est bien simple, je n'ai glissé que 3 romans dans cette catégorie. Le premier d'entre eux, c'est La princesse au visage de nuit de David Brie. J'adore ce qu'ont fait les éditions L'Homme sans nom avec cette couverture. Je la trouve vraiment incroyable, très mystérieuse, très sombre. On se demande si on va pas partir dans de l'horreur. Mais ici on est plutôt dans un mélange apparemment entre du fantastique et du polar. Donc j'ai préféré le glisser dans la catégorie suspense puisque j'ai l'impression qu'on va partir vraiment sur quelque chose de très mystérieux. Et comme souvent dans les livres que je n'ai pas lus, même si ça fait un moment qu'ils sont dans ma pile à lire, je préfère rester assez éloignée du résumé, je veux pas trop le relire. Donc je vais vous mettre à chaque fois à l'écran le résumé du titre. Je sais juste qu'ici on va suivre notre personnage principal qui retourne dans sa ville natale quelques années, 10 ans, 20 ans, je ne sais plus bien, après l'avoir quitté après de terribles événements. Et on nous dit sur la 4e de couverture que à la frontière entre imaginaire et roman policier, la princesse au visage de nuit raconte les enfances brisées, les adultes aux blessures trop profondes, parce qu'on finit par y arriver parfois à vivre, et peut-être même à être heureux. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on pourrait glisser ce titre dans une des catégories du Pumpkin Autumn Challenge, celle qui fait honneur à Clair Obscur Expédition 33, de par les mots-clés œuvre française, fatalité, deuil peut-être, et je sais plus, il y avait pas mal de mots-clés, mais j'ai l'impression qu'il peut pas mal rendre hommage aux jeux vidéo. En ayant une histoire complètement différente bien sûr, mais j'ai l'impression que ça peut carrément matcher. J'ai aussi glissé « À présent, vous pouvez enterrer la mariée » d'Oren Miller. Je l'avais acheté l'année dernière en version numérique et bah je l'ai toujours pas lu, forcément. Ici aussi, on est dans un thriller suspense et je crois d'ailleurs que celui-ci, il fait partie d'une série, c'est pas le premier tome, mais comme souvent dans les séries de romans policiers, thrillers domestiques, thrillers, ce genre de choses, on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres. Déjà le titre est très accrocheur et en plus j'ai l'impression qu'on va partir sur une période historique, j'ai l'impression que ça se passe dans les années 50. Le résumé est lui aussi très intriguant puisqu'on lit un faire-part un petit peu particulier. Il est noté « Monsieur et Madame Bartoli sont heureux de vous inviter au mariage de leur fille Apolline et de son fiancé Adam à la cathédrale de Monaco. La cérémonie religieuse sera suivie par un vin d'honneur à 17 h, puis par la combustion spontanée de la mariée et de son enterrement. » Voilà, je crois que ça donne le ton, particulier mais très intriguant. Et enfin le dernier titre de cette catégorie qui pourrait aussi très bien rentrer dans la catégorie fantastique, c'est Les Sorcières du Phare de C.J. Cook. Là aussi, je l'ai en version numérique sur ma Kobo depuis l'année dernière. Je l'ai acheté le même jour que le titre précédent de toute façon. Là aussi, je ne l'ai pas encore lu et pourtant, il me fait les yeux doux. D'autant plus que celui-ci, pour le coup, j'ai vu des retours et des retours ultra positifs. Donc il faut juste que j'attrape ma Kobo et que je me lance. Je l'ai déjà glissé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé. Là aussi je vais rester très vague parce que je compte le lire très bientôt. On croise les doigts. Mais je sais juste qu'ici on va suivre au début du roman je crois 3 sœurs dont 2 qui disparaissent et quelques années plus tard l'une des 2 disparues réapparaît. Sauf qu'elle réapparaît, elle a le même âge que quand elle a disparu, elle est habillée pareil, tout est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'elle a pas vieilli? Comment ça se fait que l'autre sœur est toujours portée disparue? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, faut que je le lise. On passe ensuite à la catégorie fantastique, et là c'est évidemment celle pour laquelle j'ai le plus de romans, parce que ben forcément, qui dit automne et fantastique dit gothique,
ambiance lourde, pesante, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il n'y a pas que des romans gothiques dans cette catégorie, mais ils ont tous un petit peu une vibe quand même. C'est d'ailleurs le cas du premier titre que je vais vous présenter ici, c'est évidemment Le Familier de Leigh Bardugo, que je n'ai toujours pas lu alors qu'il me fait très envie. On va retrouver ici Leigh Bardugo dans un roman de fantastique adulte et historique, puisque ça se passe en Espagne au XVIe siècle. On va y suivre une jeune femme qui est fille de cuisine, qui est domestique et qui se sert de ses pouvoirs pour arriver au bout de ses tâches, de ses corvées. Et un beau jour, sa maîtresse va se rendre compte qu'elle utilise la magie et elle va la forcer à utiliser ses pouvoirs pour redorer un petit peu son blason, pour retrouver sa place dans la haute société espagnole. Sauf que c'est un jeu un petit peu risqué pour notre jeune femme qui va se retrouver mêlée à des complots politiques alors qu'elle s'en serait bien passée. J'ai un peu peur d'en attendre beaucoup puisque je veux absolument ressentir le fait que je suis en Espagne au XVIe siècle et voilà, j'ai un petit peu peur que ce roman ne délivre pas assez l'atmosphère recherchée, mais pareil, je ne pourrai le savoir que quand je me lancerai. Un autre roman historique et fantastique, c'est évidemment Requiem pour les fantômes de Catherine Arden. Pareil, que je traîne dans ma pile à lire depuis un petit moment déjà, depuis sa sortie l'année dernière finalement. Alors même que je suis quasi sûre qu'il va me plaire, mais bon, c'est pareil, j'en attends un petit peu beaucoup peut-être. Ici, on va être parachuté à la fin de la Première Guerre mondiale. Il me semble même qu'on va suivre deux points de vue différents, mais qui vont se retrouver à un moment ou à un autre. Le premier, c'est celui de Laura, qui est une jeune infirmière qui était au front et qui se retrouve obligée de rentrer chez elle après une grave blessure. Et un beau jour, elle reçoit une lettre qui l'avertit du décès de son frère qui était lui aussi au front. Et il me semble que le deuxième point de vue, c'est justement celui de ce frère, mais quelques mois avant cette fameuse lettre. Je n'ai encore jamais lu de Catherine Arden et je pense que ça serait une bonne option de la découvrir à travers ce stand-alone. Cet automne, est-ce qu'il serait pas enfin temps que je découvre A Diary of Blood de Esther Gibson, qui traîne dans ma pile à lire depuis 1 an et demi, 2 ans je dirais même presque, je sais plus, à ce stade là je sais même plus. Je sais juste que quand je l'ai acheté il n'existait pas en français et franchement la VF est sortie il y a bien, c'est ça, 1 an et demi je dirais. Bah attendez, c'est simple, j'ai le ticket de caisse dans le livre et du coup, c'est où? Elle est où la date? Oh waouh, oui, ça fait 1 an et demi que je l'ai dans ma pile à lire puisque je l'ai acheté le 22 février 2024. Il est temps, il est enfin temps que je découvre ce roman dont tout le monde a parlé à un moment ou à un autre, en anglais ou en français, et moi je l'ai toujours pas lu. Ça craint, ça craint. J'ai encore un ticket. Bref, c'est abusé, et en plus il fait moins de 300 pages. Alors certes, il est en VO, mais il fait moins de 300 pages. Ça peut le faire. En tout cas, c'est la période ultime pour le lire. Et c'est très certainement pour cette raison aussi que ça fait si longtemps qu'il est dans ma palle, c'est parce que je ne veux le lire qu'en automne. Forcément, on parle d'une réécriture du mythe de Dracula, mais du point de vue de sa première femme, Costanza. Donc on va parler de vampire. Je peux pas le lire à un autre moment qu'en automne, c'est pas possible. Il serait aussi enfin temps que je découvre Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Pareil, un roman que je n'imagine même pas lire à un autre moment qu'en période automnale. Et là aussi un roman assez court puisqu'il fait 280 pages. J'ai pas d'excuses, à part le fait que les journées ne font que 24 heures. Est-ce que je dois encore vous présenter ce classique de la littérature gothique? On va y suivre ici évidemment le personnage de Dorian Gray, qui a une ambition un petit peu particulière, il refuse de vieillir. À tel point que lorsqu'il a commandé un portrait de lui-même, il a fait le vœu insensé que ce soit le Dorian Gray du tableau qui vieillisse et pas le Dorian Gray réel. On nous précise aussi que ce livre nous conduit dans un Londres lugubre, noyé dans le brouillard et les vapeurs d'opium, mais nous ouvre également la comédie de salon des beaux quartiers. Encore une fois, une période historique, du fantastique et une ambiance assez sombre. Moi je signe direct. Un autre roman que j'ai en version anglaise, qui n'existe pas en français, qui n'a pas encore été traduit, et peut-être que ça ne saurait tarder puisque l'autrice commence à être traduite en français, c'est The Ghost Bride de Yang Zixiu. Et je me rends compte que là aussi, on est dans un roman fantastique et historique. Enfin, c'est surtout même le côté historique qui va primer que le côté magie, le côté fantastique. On est ici en Malaisie à la fin du 19e siècle et on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Li Lan et qui se retrouve obligé de se marier à un jeune homme un petit peu particulier puisque celui-ci est décédé.
Elle le fait pour le bien de sa propre famille qui commence à perdre argent et statut social. C'est un peu son moyen pour elle de redorer le blason de la famille finalement. Est-ce qu'on partirait sur une histoire d'amour tragique avec un fantôme? J'ai l'impression. Mais je pense qu'aussi on va avoir une ambiance assez particulière et c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Évidemment, dans cette pile à lire de l'automne, j'ai encore une fois glissé La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Parce qu'il est grand temps, les amis, il est grand temps que je sorte ce roman de ma palle. Cette année, c'est la bonne. Dans ce roman ici, on va suivre évidemment le personnage d'Adi Larue. Elle a besoin de fuir un mariage qu'elle refuse et pour ce faire, elle va donc faire un pacte avec le diable qui lui accorde la vie éternelle mais à condition que personne ne se souvienne d'elle. Et tout ça se passe au XVIIe ou XVIIIe siècle, je sais plus, et on va suivre la vie d'Adi Larue à travers les siècles jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne d'elle. Et là aussi, j'ai l'impression qu'on va partir sur une histoire d'amour tragique. Cette année, j'aimerais aussi beaucoup découvrir, enfin, Monstre ordinaire de J.M. Miro. Ça fait depuis qu'il est sorti que je me dis que ça peut carrément me plaire et qu'il faudrait que je me lance. Et finalement, je ne passe jamais le cap et je suis quasi sûre qu'il est disponible à la médiathèque, donc je pourrais l'emprunter. Et figurez-vous que, encore une fois, on est dans un roman historique. Je crois bien que ça se passe à Londres à l'époque victorienne et on va suivre certains personnages qui sont orphelins, je crois, et qui ont des pouvoirs mais qui vont se faire recruter pour aller dans une école ou suivre une éducation un petit peu particulière. Voilà, tout l'intérêt que je veux mettre les résumés à l'écran parce que je suis pas forcément sûre de moi-même, mais je veux pas relire le résumé et me corriger non plus. Parce que je veux vraiment découvrir ça à la lecture finalement. C'est un premier tome de trilogie, je crois bien que le tome 2 est déjà sorti ou s'apprête à sortir. Je sais plus. En tout cas, niveau ambiance gothique, sombre, lourde, pesante, ça m'a l'air vraiment pas mal et j'ai vu que des bons retours. Pour un côté un petit peu plus léger, un petit peu plus doudou même je dirais, j'ai bien envie de découvrir Les Radley de Matt Haig. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps, dans le dernier book haul d'ailleurs. Et je vous avais dit que je gardais ce roman pour octobre-novembre, donc forcément il fait partie de ma pile à lire de l'automne. Et ici, figurez-vous que c'est un contemporain. Oui, on sort enfin de la boucle des romans historiques. Et ça se passe à Londres, on va suivre l'histoire d'une famille de vampires qui a banni le goût du sang depuis des dizaines d'années. Ils essaient de se tenir à carreau, d'être incognito et de vivre leur petite vie sans forcément que les gens se rendent compte qu'ils sont des vampires. Mais évidemment, à un moment ou un autre, ça va déraper. J'ai l'impression qu'ici, on va plus partir sur un roman réflexion de vie, un roman un peu doudou, un roman qui fait réfléchir à notre place en tant qu'individu dans la société peut-être, ou en tant qu'individu tout court. En tout cas, il m'intéresse pas mal. J'aimerais aussi beaucoup continuer ma découverte de Michael McDowell et de rattraper mon retard puisque je n'ai toujours pas lu Lune froide sur Babylone alors que bah, c'est pareil, je l'ai depuis quasiment un an dans ma bibliothèque. On me l'avait offert à sa sortie et bah, je l'ai toujours pas lu. Alors ok, il est un petit peu épais, mais en même temps c'est du McDowell, ça se lit tout seul. Et bon, c'est du format poche donc ça se lit tout seul aussi. J'adore cet auteur, j'ai adoré la série Blackwater, j'ai adoré Cathy. Et je n'ai pas lu celui-ci. J'ai pas lu Les Aiguilles d'Or non plus. D'ailleurs, je l'ai même pas dans ma bibliothèque. Il serait temps d'y remédier. Et le prochain Michael McDowell sort au mois d'octobre. J'aimerais vraiment lire Lune froide sur Babylone avant sa sortie. Ici, ça se passe en Floride en 1980. On nous dit chaleur et pom-pom girl, rumeurs et superstitions, serpent venimeux et mort brutale. Mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille Larkin d'un saut funeste. Alors quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ses flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit de tout son éclat implacable, aveuglant victimes comme meurtriers, les déchus de Babylone. J'adore le style d'écriture de Michael McDowell qui nous livre des moments absolument atroces, gore, sanglants, voire même un peu terrifiants, avec un côté tout léger et tout cosy presque. J'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup sa façon de construire les personnages qui sont complètement caricaturaux. Très hâte de découvrir ce qu'il a fait avec Lune froide sur Babylone. J'aimerais aussi découvrir Lady Macbeth de Ava Reid qui se passe en Écosse, ce qui tombe très bien parce que je pars justement en Écosse au mois de novembre. Mais voilà, j'aimerais bien le lire à peu près à ce moment-là d'ailleurs. Ici c'est une réécriture de la pièce de Shakespeare, Macbeth, mais cette fois-ci du point de vue
de Lady Macbeth. Un personnage féministe qui ne va pas se laisser faire malgré une prophétie annoncée. Du female rage, je signe. Tiens, j'avais pas fait attention, mais les en-têtes de chapitres sont illustrées. C'est trop mignon. Les 2 derniers titres de cette catégorie, je ne les ai pas encore en ma possession parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais ils sortent très bientôt. Le 2 octobre sort d'ailleurs La malédiction des sorcières de la mer de Sarah Penner. Des sorcières, une malédiction et un côté maritime, oui. Ça se passe en Italie, sur la côte amalfitaine, et il me semble qu'on va avoir 2 temporalités différentes. La première au présent, où on va suivre une archéologue nautique, et à la suite de certaines recherches d'une petite chasse au trésor, elle va découvrir une histoire vieille de plusieurs siècles, et c'est là qu'on va partir sur l'autre temporalité, où on va suivre ces fameuses sorcières de la mer. Ça a l'air très beau. Là aussi, je mise beaucoup sur l'ambiance, sur les descriptions notamment de paysages de bord de mer, de ce qui se passe en mer. Ça pourrait carrément valider aussi mon challenge Année de la mer 2025. Moi là, dans tous les cas, je vais me l'acheter et je vais sauter dessus. Et enfin, évidemment que cet automne, je vais lire The Will of the Many de James Islington. Parce qu'il sort le 8 octobre. Je vous l'ai déjà dit, moi le 8 octobre, je suis en librairie, je l'achète. Si je l'ai pas, je fais un scandale. Ça va être compliqué d'ailleurs parce que je serai en vacances en Corse à ce moment-là et ça va être chaud, je pense, de mettre la main dessus. Mais je vais essayer. Mais c'est vraiment le livre que j'attends le plus depuis 2 ans maintenant, puisque c'est à peu près le moment où il est sorti en VO et où tout le monde l'a lu et ça. Il a fait un carton et moi j'attends que ça d'enfin le découvrir. Évidemment, j'en attends beaucoup de la part de l'auteur, mais aussi beaucoup de la part du traducteur, de la traductrice d'ailleurs. Et là pour le coup, je vais lire le résumé avec vous. Il m'appelle Vis Tellimus. Il croit que j'ai eu la chance d'être adoptée par un sénateur et envoyée à l'académie pour rejoindre l'élite. Celle-ci exploite l'énergie mentale des castes inférieures, leur volonté, pour se doter de talents extraordinaires et maintenir l'ordre social. Ainsi, la hiérarchie a-t-elle conquis le monde. Mais la vérité, c'est que je suis venue résoudre un meurtre. Chercher une arme légendaire. Révéler des secrets qui pourraient déchirer la République. Jamais je ne céderai ma volonté à ceux qui ont exécuté ma véritable famille. Pour survivre, je dois faire semblant d'être des leurs, gravir les échelons, trouver des alliés et échapper aux factions qui veulent me contrôler. S'ils découvrent qui je suis vraiment, je suis perdue. Ça a l'air incroyable, Qui n'attend pas The Will of the Many? J'en peux plus de hâte. De toute façon, quand je vais l'acheter, je vais commencer à le lire et je vais hiberner en fait. Je vais juste m'enfermer avec mon livre et le bouffer. Et vous me reverrez quand j'aurai terminé et que je serai en PLS. Bref, on passe enfin à la catégorie horreur. Une catégorie que j'aime beaucoup, des romans d'horreur que j'apprécie de plus en plus de lire finalement, alors que je suis une véritable chochotte. Vous ne me faites pas regarder un film d'horreur, vous ne me faites pas faire une attraction type le train fantôme, c'est impossible. Vous ne me faites pas écouter un film d'horreur même. Non, je vais faire des cauchemars pendant une semaine, non. Par contre, lire des livres d'horreur, ça c'est mon nouveau passe-temps. Et pour les titres que je vais vous présenter ici, ils ont tous une dose plus ou moins importante d'horreur. Certains où il y a juste un petit côté, certains où c'est vraiment de l'horreur pure et dure. Et forcément j'ai extrêmement hâte de les sortir de ma pile à lire, j'ai hâte de les découvrir, de vous en parler, de vibrer, d'être terrifiée même. Et le premier, c'est aussi une relique de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, parce que vous avez l'habitude, je vous le présente à chaque fois, c'est Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein. Je l'ai pas mis dans ma palle du pack cette année parce que ça devient un running gag, mais il est quand même dans ma palle de l'automne, parce que, pardon, mais la couverture, si ça fait pas une dark fantasy à lire en automne, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais voilà, il faut enfin que je découvre cette autrice. Je vous le dis chaque année, et chaque année je ne le fais pas, mais j'en ai marre parce qu'elle continue de publier des trucs qui me donnent trop envie et je continue de m'interdire de ne pas acheter d'autres romans de cette autrice parce que j'ai toujours pas lu Le Dieu Oiseau. Donc il est enfin temps que je me donne un bon coup de pied aux fesses, que je lise Le Dieu Oiseau et que je rajoute d'autres livres dans ma palle. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pense que cet automne, vu que j'aurai terminé le travail, je vais me faire un marathon 24 heures, un vlog 24 heures où je vais lire
Tous ces romans qui traînent dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Ces romans dont je vous parle quand même assez fréquemment et que je ne lis pas. C'est une bonne idée ça. Bref, Le Dieu Oiseau, Dark Fantasy en un seul tome, ici, tome unique. Ça n'a pas de prix. Il fait 300 pages. Je pense que ça va se dévorer parce que ça a l'air vraiment incroyable au niveau du world building. On suit ici une île, 10 clans, et tous les 10 ans, il y a une compétition qui détermine quel clan va dominer l'île pour les 10 ans à suivre. Les perdants subissent la tradition du banquet, qui est une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires. Et il y a 10 ans, Faolan, fils d'un chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Il a été sauvé par le fils du chef victorieux, Torok, et il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies perverses. Et évidemment, on est arrivé au terme des 10 ans, j'imagine qu'on va suivre Faolan qui va essayer de se venger. Un autre court roman que j'ai ajouté il y a quelques semaines seulement dans ma palle, La faute à Olivia de Living Books, mais on s'est prévu une petite lecture commune d'ailleurs sur ce titre. J'ai donc acquis depuis peu Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, autrice que j'ai déjà découvert l'année dernière avec son titre La Maison Hantée, que j'avais absolument détesté. Mais vous voyez, je reste pas non plus sur un échec, je veux continuer à découvrir et voir si avec celui-ci ça ira mieux. Shirley Jackson, c'est une autrice d'horreur vraiment reconnue, et alors même si j'avais pas aimé La Maison Hantée, vraiment c'est un des romans que j'ai le plus détesté, j'avoue avoir été absolument terrifiée par les descriptions de phénomènes paranormaux, et j'ai envie de retrouver un petit peu ce côté-là avec ce roman, en espérant que cette fois-ci l'histoire en elle-même me plaise aussi. Et je vous avoue que j'ai même jamais lu le résumé de ce roman, je sais juste qu'il est plébiscité, peut-être pas autant que La Maison Hantée, mais quand même, mais j'ai jamais lu le résumé. Je m'appelle Marie-Catherine Blackwood, j'ai 18 ans et je vis avec ma sœur, Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance, j'aurais pu naître loup-garou, car à ma main droite comme à la gauche, l'index est aussi long que le majeur, mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver, je n'aime pas les chiens et je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance et Richard Plantagenet, et la manite phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Ouah, j'ai l'impression qu'ici aussi on va suivre un personnage pas bien dans sa peau, pas bien dans sa tête, et qui va nous en faire voir de toutes les couleurs. Les 3 prochains romans, je les ai en VO, en anglais, mais sur ces 3-là, il y en a 2 dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Le premier, c'est Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix, qui est sorti quelques jours après mon achat en VO, en français, sous le titre Le Manoir des Filles Perdues, avec la même couverture. Un roman d'horreur qui se passe dans les années 1970 où on va suivre des jeunes filles mineures enceintes qui sont envoyées dans ce manoir pour mener leur grossesse à terme en étant isolées de la société. Elles sont régulièrement visitées par une dame qui leur apporte les livres, mais un beau jour, cette dame va leur apporter un livre de sorcellerie. Et apparemment l'horreur ici, bon c'est déjà un peu pas mal ce qui va se passer niveau sorcellerie, peut-être des démons, ce genre de choses, mais c'est aussi beaucoup l'horreur que la société leur impose en tant que jeunes filles enceintes et isolées. J'ai très hâte de découvrir un autre Grady Hendrix. J'avais déjà lu en VF cette fois-ci, My Best Friend's Exorcism, et l'autre titre qui ressemble au catalogue Ikea, j'ai oublié le nom, et j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs j'avais plus aimé le second que le premier, mais j'avais pas compris qu'il utilisait aussi l'humour comme élément narratif. C'est pas le cas ici. J'avais demandé à Emily de la chaîne Books with Emily Fox s'il y avait toujours ce côté humour, et elle a dit non, c'est vraiment une fiction horreur pure et dure. Donc je pense que je vais vraiment apprécier ce roman. J'ai toujours pas décidé de si j'allais le lire en VO ou en VF, puisque j'ai une copine qui me propose de me le prêter en français quand j'aurai envie de le lire. Et bon j'ai toujours pas décidé. Est-ce que je le lis en VO et je savoure les détails de la langue originale, ou est-ce que je le lis en français et du coup je le lis plus vite? Je sais pas encore. J'ai aussi ajouté The Bewitching de Silvia Moreno Garcia, ici aussi un roman où les sorcières ont la part belle, avec là aussi un petit côté historique puisqu'on suit 3 points de vue de femmes différentes sur 3 périodes historiques différentes. Et on va explorer comment la magie, la sorcellerie va se mêler à leur destin. Et ici on est dans un roman multigénérationnel, donc j'imagine que les 3 personnages qu'on va suivre, qui sont, il me semble bien, des personnages féminins, sont tous issus de la même famille.
Niveau horreur et période historique, je fais confiance à Silvia Moreno Garcia. Là aussi, j'avais lu un autre titre d'elle, je vous mets la couverture juste ici, et j'avais beaucoup apprécié, et j'ai hâte de réitérer l'expérience. Ensuite en VO toujours, et cette fois-ci c'est un roman en version numérique, c'est House of Hunger de Alexis Anderson. Ça fait un moment que je veux le lire, je vous l'avais déjà présenté dans d'autres piles à lire d'ailleurs, l'année dernière ou l'année d'avant peut-être, et j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire, mais cette fois-ci aussi, avec Living Books, on va se lancer dans une lecture commune. Ça va nous booster finalement à le sortir de notre palle. Dans cet univers, les vampires font partie de la haute société et ils emploient des blood maids, des servantes de sang. Ils se servent d'elles pour prélever du sang et se nourrir de façon régulière et de façon plus ou moins consentie. Donc forcément, une histoire de vampire, ça me fait très envie pour octobre-novembre. Et en plus, il me semble qu'ici, on va suivre une histoire d'amour entre deux femmes. Celui-ci aussi, il n'existe qu'en anglais malheureusement. J'aimerais beaucoup que cette autrice soit enfin traduite en français, mais j'ai l'impression que des fois, j'en demande trop au niveau des romans d'horreur. Il y en a beaucoup que je veux lire et qui sont jamais traduits. La plupart des romans, voire même des auteurs que je veux découvrir, ils n'existent pas en français et c'est hyper frustrant. Et comme je suis dans ma lancée des romans en anglais qui sont pas traduits, bah forcément, je vais continuer. The Silent Companions de Laura Purcell. Pareil, je l'ai acheté l'année dernière pour cette saison-là et j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Ça fait quand même beaucoup de livres en VO que je veux lire et que j'ai pas eu le temps de lire l'année dernière. Je sais pas pourquoi j'ai l'espoir que cette année j'y arriverai. Il y a peu de chance, on se l'accorde, hein. Mais celui-ci aussi me fait très envie et il me semble que celui-là il est vraiment terrifiant. Je l'ai ajouté à ma pile à lire sous les conseils de Alice de The Book Castle et elle en a reparlé il y a pas longtemps en disant que quand elle l'a lu, elle était contente d'être arrivée à la fin parce qu'elle n'en pouvait plus d'être terrifiée et elle était contente que ça soit enfin fini. Ici on va suivre l'histoire d'une jeune femme pendant la période victorienne il me semble, qui a été très récemment mariée et qui a encore plus récemment perdu son mari. Entre-temps, elle est tombée enceinte. Donc finalement, elle se retrouve enceinte et veuve dans la nouvelle propriété de son mari. Elle n'a pas encore eu le temps de se familiariser avec sa nouvelle vie et elle doit gérer tout ça toute seule finalement. Elle a énormément de mal à se faire apprécier de ses domestiques et même des personnes qui vivent dans le village où se situe sa propriété. Donc elle se sent très seule et elle vadrouille pas mal dans sa propriété, dans son manoir finalement, jusqu'à ce qu'un jour elle découvre des petites figurines de bois dans le grenier. Et quelques jours plus tard, ces figurines de bois se retrouvent un petit peu partout dans la maison, sauf que personne ne les a déplacées, personne ne les avait même jamais vues avant. Et si c'était pas assez malaisant comme ça, il se trouve que l'une de ces figurines de bois ressemble trait pour trait à notre personnage principal. Ça a l'air flippant. J'ai trop hâte de le lire et en même temps, je sais d'avance que je vais me faire dessus en le lisant, mais j'ai trop hâte. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier petit titre d'horreur en anglais qui n'a pas été traduit? Oui. When Ghost Call Us Home de Katia De Bequera, que là aussi j'ai ajouté parce que il me fait trop envie forcément. Et cette fois-ci c'était la chaîne d'Alexandra Rosenfield, je sais jamais son nom de famille. Et c'est un roman d'horreur mais plutôt young adulte, donc j'espère être terrifiée mais pas trop non plus. Ici on va suivre des jeunes gens qui, quand ils avaient 12 ans, ils avaient réalisé un film d'horreur, film qui a apparemment inspiré un culte. Et quelques années plus tard, la réalisatrice de ce film amateur, qui n'est autre que la sœur de l'actrice principale, a disparu. Donc peut-être un film maudit. Apparemment on va aussi avoir comme élément une maison potentiellement hantée. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Et assez malaisant aussi. Un court roman et un classique de la littérature gothique et vampirique. J'aimerais beaucoup enfin lire Carmilla de Joseph Feridan Le Fanu. Là aussi je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je veux vraiment le lire cette année. D'autant plus que c'est un roman qui est assez court, mais c'est surtout un classique et je veux lire des classiques, je veux découvrir des classiques, je veux les garder en mémoire et je veux voir les références d'autres œuvres. C'est le roman qui a inspiré Bram Stoker et son fameux Dracula, donc c'est vraiment la base des vampires. Je veux le découvrir, je veux savoir ce qu'il en est. J'aimerais aussi beaucoup continuer ma découverte de Lovecraft grâce aux adaptations de François Baranger. J'avais découvert l'année dernière l'adaptation de ce titre-là et
ça avait été incroyable. À la fois de par l'aspect visuel, les illustrations de François Baranger que je trouve absolument magnifiques, mais aussi l'histoire. Je m'attendais pas du tout à apprécier l'histoire et à avoir peur. Et je commence à comprendre pourquoi Lovecraft est aussi apprécié par les amateurs de romans d'horreur. Et donc j'aimerais bien découvrir une nouvelle adaptation de François Baranger. Donc je pense soit partir sur L'abomination de Dunwich, soit L'appel de Cthulhu. J'espère que je le prononce bien. Mais l'un comme l'autre sont des one-shots et je trouve encore une fois les couvertures absolument incroyables. Je pense que ça va être un petit peu au hasard de ce que je trouve à la librairie. Le premier que je trouve, je l'embarque avec moi et je le lis. Et enfin, le dernier roman dont je voulais vous parler dans cette gigantesque pile à lire de l'automne, absolument ambitieuse et impossible à lire dans son entièreté. Ce dernier roman n'est pas encore sorti, là aussi il sort le 2 octobre et j'ai extrêmement hâte puisque j'aurais vraiment pas parié sur une traduction française aussi rapide. Je veux parler de C'était notre maison de Marcus Cleaver. Et là aussi j'en attends beaucoup parce que le booktube anglais l'a absolument adoré. Et j'ai l'impression que c'est un roman qui va être vraiment terrifiant. Pas juste une petite dose d'horreur, mais vraiment quelque chose qui va me faire flipper. Et pourtant, on part sur un postulat de thriller domestique, puisqu'on va suivre Eve, qui est, je pense, notre personnage principal. Un beau jour, quelqu'un va se présenter à sa porte d'entrée, elle va ouvrir et elle va trouver une famille. Le père, la mère et les 3 enfants. Et le père lui dit que la maison dans laquelle vit Eve, c'était la maison de son enfance, il a grandi dans cette maison et il voudrait la présenter à sa famille. Il lui dit j'en ai juste pour 10-15 minutes, pas plus, après on s'en va, t'entends plus parler de nous. Et vous vous doutez bien que c'est pas du tout ce qui va se passer. Moi je veux pas en savoir plus, je veux attraper ma copie, l'embarquer avec moi, sortir de la librairie et commencer à le découvrir aussi sec. Et peut-être même que j'aurais besoin de Ruby pour me défendre de mes cauchemars. Dans tous les cas, j'ai extrêmement hâte de me faire ma propre opinion et de pouvoir vous en parler très prochainement. Et ça y est, avec tout ça, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Ça fait plus d'1 heure que je parle. Bonne chance à moi du montage. Avant qu'on se dise au revoir, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quel est le livre absolu que vous voulez lire avant la fin de cet automne. Est-ce que comme moi, vous avez des livres où ça fait des années que vous les mettez dans vos pales de l'automne, vous prévoyez de les lire pendant l'automne et que vous y arrivez jamais. Bref, quel est ce roman, quel est ce titre qu'il vous faut avoir absolument lu avant la fin de l'automne? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous souhaitez uniquement me laisser un petit emoji, eh bien écoutez, on va y aller avec une citrouille en référence à mon t-shirt de Royal Republic. Back from the Dead. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!